Ma sœur m'a demandé de lui transférer 4 000 €. Quand j'ai refusé, elle m'a lancé son verre de vin en criant « Tu me dois la vie !» Je n'ai pas bronché. J'ai simplement souri, sorti mon téléphone et j'ai lancé un message vocal qui a laissé tout le monde sans voix. « Camille, je ne te le demande pas, j'ai besoin de cet argent aujourd'hui », disait la voix. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table, la voyant tordre le pied de son verre comme si elle voulait le briser en deux. Sa voix était basse mais tranchante, le genre de ton qui défie qu'on lui dise non. « Je ne vais pas te l'envoyer, naine, c'est ma réponse », ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés, offensés, pas surpris. « Tu vas vraiment me faire ça ?» Je n'ai rien répondu. J'ai simplement pris mon téléphone, appuyé sur play et j'ai laissé notre défunt père parler. Quand le message vocal s'est terminé, tout le restaurant était silencieux. Elle aussi. Cette confrontation a eu lieu il y a quelques mois, et jusqu'à maintenant, je ne l'avais raconté à presque personne. Je ne savais pas si j'avais été cruel ou si j'avais simplement posé une limite. Mais après avoir réfléchi un peu et vu comment les gens partagent ici les parties les plus dures de leur vie, j'ai pensé que je pourrais le faire aussi. Je m'appelle Camille. J'ai 44 ans, je suis célibataire et je vis à Chapel Hill, en Caroline du Nord. J'enseigne la littérature américaine dans un collège communautaire. Je vis seul dans une petite maison agréable en location. Et jusqu'à récemment, j'avais une relation compliquée mais supportable avec ma sœur cadette, Nan, qui a 39 ans et vit à Atlanta. Nan a toujours été instable. Du genre à te prendre ton pull préféré sans demander, à l'abîmer, puis à te crier dessus parce qu'elle se sent mal. Elle aime le drame et la diversion, et trouve toujours un moyen d'être la victime de l'histoire. Malgré cela, on avait réussi à entretenir une relation fraternelle fonctionnelle, basée principalement sur l'évitement et la paix apparente. Depuis la mort de nos parents, papa est décédé d'un cancer du pancréas il y a 5 ans, maman 1 an plus tard. Nan et moi étions tout ce qui restait de notre famille proche. J'ai été nommée exécutrice du testament, surtout parce que j'étais l'aînée et la plus responsable, même si ça a entraîné beaucoup de ressentiment de la part de Nan. Le testament était clair, un petit héritage à diviser entre nous deux, quelques objets sentimentaux, et un petit fonds pour couvrir les dettes médicales et les funérailles de maman. Ce n'était pas grand-chose, mais je l'ai bien géré, j'ai payé l'hôpital, finalisé les impôts, et mis le reste en sécurité. Nan ne m'a jamais demandé les détails, elle ne faisait que se plaindre qu'elle ne recevait pas plus. Les choses ont empiré après son 3e divorce. Nan s'est mariée et a divorcé 3 fois en moins de 10 ans, chaque mari pire que le précédent. Le dernier, Carlos, l'a laissé tomber. D'après elle, il aurait vidé leur compte commun et serait parti au Brésil avec une prof de pilates. Honnêtement, je ne suis même pas sûr que ce soit vrai. Un dimanche, alors que je corrigeais des copies en buvant un café, son nom s'est affiché sur mon téléphone. « Camille, je suis dans une mauvaise situation », a-t-elle dit tout de suite, sans préambule. Elle avait besoin de 4 000 € avant vendredi. Une histoire de problèmes juridiques avec Carlos, de loyer impayé, de nouveau départ. J'ai écouté en silence. Quand elle s'est arrêtée, je lui ai demandé pourquoi elle ne demandait pas à un de ses amis. Elle a dit sèchement « Je n'ai plus de ressources, et tu es de la famille ». Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Mais la vérité, c'est que je savais déjà que ce serait non. J'avais déjà beaucoup aidé Nan au fil des ans. Petits prêts, cadeaux jamais reconnus, couverture de ses erreurs impulsives. À chaque fois, je me disais que c'était la dernière. Et à chaque fois, elle revenait avec une nouvelle crise. Mais ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était un schéma. Un schéma de toute une vie. Et j'en avais assez de jouer le jeu. Quand je n'ai pas répondu à son message le mardi suivant, « Justin, tu l'as déjà envoyé ?» Elle en a envoyé un autre. « Je suis sérieuse, Camille. Tu me dois plus que tu ne le crois. » Je n'ai pas répondu. Puis elle m'a envoyé une demande de paiement de 4 000 € via Venmo. Dans la note, elle avait écrit « Tu me dois, non ?» C'est là que j'ai ouvert le message vocal. Un enregistrement de papa que j'avais gardé sans jamais le partager. Il l'avait laissé 2 semaines avant de mourir. Sa voix était faible mais lucide. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais supprimé. Peut-être parce qu'une partie de moi savait que j'en aurais besoin un jour. Dans le message, il disait « Camille, je ne voulais pas te charger avec ça, mais je dois te le dire avant de partir. C'est à propos de Nan. Elle a falsifié ta signature pour retirer de l'argent du fonds médical de maman l'an dernier. Je l'ai confrontée. Elle a menti. Elle a dit que tu lui avais donné la permission. Je savais que ce n'était pas vrai. Je ne l'ai pas dénoncé. Je n'ai pas pu. Mais je voulais que tu saches que je suis désolé. J'aurais dû l'arrêter plus tôt. Faites attention à elle, ma chérie. Je t'aime. » J'ai dû écouter ce message 100 fois. Je n'avais jamais dit à Nan que je le savais, jusqu'au déjeuner. Elle m'a rappelé,
cette fois pour proposer qu'on se retrouve à Chapelle-Île. Elle disait vouloir repartir sur de bonnes bases, se mettre à jour, peut-être même passer un week-end chez moi pour se détendre. Je me doutais de quelque chose, mais j'ai accepté. On s'est donné rendez-vous dans un petit restaurant près du campus, le Brick House Grill. Calme, principalement fréquenté par des gens du coin et du personnel universitaire. Je suis arrivé en avance et je l'ai vue entrer, 15 minutes en retard, habillée comme si elle allait à une première de cinéma. Rouge à lèvres rouges, lunettes de soleil, alors qu'on était à l'intérieur. On commande du vin, a-t-elle lancé gaiement. Elle a parlé de sa reconstruction, d'un podcast qu'elle voulait créer sur son ex toxique. J'ai hoché la tête, attendant. Puis elle s'est penchée. Alors, tu peux me le transférer demain. J'ai secoué la tête. Je ne vais pas t'envoyer d'argent, naine. Elle a ri, comme si je plaisantais. Tu crois que c'est optionnel? J'ai respiré profondément. Oui. Et ma réponse, c'est non. C'est là que son visage a changé. Froid. Furieux. Tu es incroyable, a-t-elle dit. Tu crois vraiment que tu es meilleur que moi parce que tu enseignes des bouquins à des étudiants? Je n'ai rien répondu. Elle a continué. Tu n'es rien sans moi. Tu n'aurais jamais survécu à la mort de maman et papa sans moi. Je t'ai porté. Tu me dois la vie. Puis elle a levé son verre de vin et l'a lancé. Je l'ai évité de justesse. Il s'est brisé contre le mur derrière moi. Le son a résonné. Tout le monde s'est retourné. Je ne me suis pas décomposé. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, appuyé sur play. Son visage a immédiatement changé. Reconnaissance. Puis peur. Le restaurant était silencieux pendant que la voix de papa remplissait l'air. Chaque mot tombait comme une pierre. Quand le message s'est terminé, elle me regardait, les yeux grands ouverts, muette. Pour une fois dans sa vie, elle n'avait rien à dire. Pars maintenant ou j'appelle la police. Elle a pris son sac et est sortie. Après son départ, je suis resté assise plusieurs minutes. Engourdie. La salle avait repris son calme habituel, mais je sentais les regards autour de moi. Certains compatissants, d'autres curieux. Le serveur est venu, doucement, tout va bien. J'ai hoché la tête. Je voudrais l'addition. Il n'a pas mentionné le verre cassé. Il n'a pas parlé de la scène. J'ai apprécié. Sur le chemin du retour, je rejouais tout dans ma tête. Pas seulement le message vocal, mais le visage de Nan. Comment elle avait serré la mâchoire quand la voix de papa s'est fait entendre. Comment ses yeux s'étaient posés au sol, incapables de me regarder. Ce n'était pas juste de la honte. C'était de la reconnaissance. De la culpabilité. Peut-être même de la peur. De retour à la maison, je suis resté assise devant l'entrée, simplement à regarder la rue. Je n'étais pas en colère. Pas exactement. J'étais fatigué. Fatigué de jouer le rôle de la sœur responsable. Fatigué de porter le poids du chaos familial. Fatigué de devoir m'expliquer à quelqu'un qui n'écoutait jamais vraiment. Je n'ai pas eu de nouvelles de Nan pendant 3 jours. Puis, un message. Pas un appel. Un simple texto. Tu n'avais pas besoin de m'humilier. Tu es cruel. C'est tout. Pas un mot sur le message vocal. Pas d'excuse pour le verre. Rien sur ce qu'a dit papa. Juste une phrase pour me faire mal. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, j'étais retourné à ma routine. Le travail, les courses, les promenades dans l'arboretum derrière l'université. J'en ai parlé à ma collègue Taza, qui enseigne la psychologie et connaît Nan de nom. Elle n'a pas été surprise. Elle a toujours été manipulatrice, Camille. Tu ne voulais juste pas le voir. Cette phrase m'est restée dans la tête. Je crois qu'elle avait raison. Je lui ai toujours laissé le bénéfice du doute, parce que je tenais plus à l'idée d'avoir une sœur qu'à la réalité. Je voulais retrouver ce que nous étions enfants, quand elle me suivait partout avec sa caméra jouait en prétendant qu'on faisait une émission de voyage. Avant les mariages, l'alcool, les disputes pendant les dîners. Avant la lente dégradation de maman, quand n'en était jamais là. Avant que papa commence à fermer à clé la boîte contenant ses papiers. Je voulais croire qu'au fond, cette version d'elle existait encore. 2 semaines après le déjeuner, j'ai reçu un appel d'une ancienne voisine de ma mère à Durham, là où elle vivait avant la maison médicalisée. Madame Pennington, une gentille institutrice à la retraite qui faisait toujours des gâteaux au citron et envoyait des cartes de vœux avec des paillettes. « Camille, ma chérie, j'espère ne pas te déranger, dit-elle. Mais j'ai vu quelqu'un fouiller derrière l'ancienne maison de ta mère cette semaine. Une femme. Elle est partie quand j'ai allumé les lumières, mais je suis presque certaine que c'était ta sœur. » Je l'ai remerciée. Mon cœur a sombré. N'en avait aucune raison d'être là.
La maison avait été vendue depuis plus d'1 an à un jeune couple avec un bébé. Il n'y avait plus rien à prendre. Mais le fait qu'elle soit revenue, qu'elle rôdait encore autour des restes, ça voulait dire quelque chose. Elle n'en avait pas fini. Pas encore. Le lendemain, je suis allé voir mon avocate. Elle s'appelle Maureen. Une femme vive, au ton sec, sans fioritures. Elle m'avait aidé à liquider l'héritage à la mort de nos parents. Je lui faisais plus confiance qu'à la plupart des gens. Je lui ai tout raconté, le verre de vin, le message vocal, la signature falsifiée de l'année passée. Elle m'a écouté en silence, prenant quelques notes. Quand j'ai fini, elle m'a regardé et m'a dit « Tu veux porter plainte ?» Je lui ai demandé si ça servirait à quelque chose. « Peut-être », a-t-elle répondu. « Ou au moins, ça peut poser une limite officielle. Ce n'est plus seulement une question d'argent. C'est ta sécurité. Ta paix. » Je n'ai pas décidé ce jour-là. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Une partie de moi voulait tout laisser tomber. Mais une autre partie, celle qui avait porté la honte et la culpabilité pendant des années, voulait autre chose. La responsabilité. Je suis rentré chez moi, je me suis installé sur la terrasse avec une tasse de thé et mon vieux chien, Fin. Il a 12 ans, le museau grisonnant, et il ronfle en dormant. Je lui ai gratté derrière les oreilles et j'ai pensé à ce que papa m'aurait dit s'il était encore là. Il m'aurait dit de me protéger. De cesser de me sacrifier pour quelqu'un qui ne fait que prendre. Cette nuit-là, j'ai fouillé une vieille boîte dans le placard. Et là, je l'ai trouvé, le document original du fonds médical de maman. Et sur un des formulaires de retrait, une signature avec mon nom, qui n'était pas la mienne. Maureen avait dit que si on avait une preuve solide et le message vocal, on pourrait monter un dossier. Pas forcément pour aller au procès, mais pour envoyer un message. J'ai scanné le document et je lui ai envoyé. 2 jours plus tard, elle m'a rappelé. « Tu as un dossier », a-t-elle dit. « Un bon. » Je ne me suis pas senti vengé. Juste triste. 1 semaine après, un autre message donnant. « Tu vas vraiment détruire ta seule sœur pour un message vocal. » Cette fois, j'ai répondu. « Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de faire semblant que tu ne l'as pas fait. » Puis je l'ai bloqué. Mais elle n'en avait pas fini. 3 jours après l'avoir bloqué, j'ai reçu un email. Il venait d'un compte inconnu, mais l'objet m'a glacé le sang. « Tu n'es pas aussi innocente que tu le crois. » C'était non. Je l'ai ouvert à contre-cœur, déjà sur mes gardes. Le corps du message était court, 6 lignes à peine, mais il dégoulinait de venin. « Tu crois que tu es une martyre, mais tu as toujours joué la victime. Papa te favorisait. Tu étais faible. J'ai pris ce qui me revenait. Il me le devait, et toi aussi. Tu peux courir chez ton avocate et pleurer dans ton thé autant que tu veux, tu seras toujours seul. » Je suis resté là, les doigts sur le clavier, me demandant si une réponse aurait la moindre importance. J'en ai écrit plusieurs. Je les ai toutes effacées. Pas parce que je n'avais rien à dire. Mais parce que j'ai enfin compris. Elle ne voulait pas de vérité. Elle voulait une bagarre. Une nouvelle manche dans une guerre que je n'ai jamais acceptée. J'ai transféré l'email à Maureen. Sa réponse a été rapide. Ça renforce notre dossier. Elle reconnaît qu'elle a pris l'argent et qu'elle pense y avoir droit. Pas que c'était un vol. Garde tout. J'ai commencé à compiler un dossier. Capture d'écran, messages, chronologie, même des notes de conversation anciennes avec date et détails. C'était surréaliste, de documenter ma propre sœur comme une étrangère qui se serait introduite dans ma vie. Mais j'ai continué. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'ancien comptable de papa, Henri. Il avait géré ses impôts pendant près de 20 ans. Il s'occupait encore des vérifications de routine post-héritage. « Camille, dit-il, j'espère ne pas tomber mal. » Il avait trouvé un retrait sur l'un des comptes d'investissement de papa, 6 mois avant sa mort. Une transaction de 2 000 €, autorisée sous nos 2 noms. Mais je n'avais jamais signé. Tu n'as pas approuvé ça? Non, je n'étais même pas au courant. Il hésita, puis ajouta. C'était envoyé sur un compte au nom de Henri Rutherford. N'en avait encore pris de l'argent. Avant même que maman meure. Avant même le message vocal de papa. Ce n'était pas un dérapage isolé. C'était un schéma. Une toile de mensonges, de manipulation. Elle avait profité d'un homme mourant. Et ensuite, elle était venue me demander encore plus. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Assise sur le sol de mon salon, entourée de papiers, de mon ordi portable, de bloc-notes. Fin blotti contre moi. J'ai commencé à écrire. Pas pour elle. Pour moi. Chaque souvenir. Chaque détail financier. Chaque fois où je m'étais dit que quelque chose clochait,
mais que j'avais mis ça sur le compte du stress ou du deuil. Je me suis souvenu d'un voyage familial quand j'avais 15 ans et elle, 10. Papa nous avait donné à chacune un peu d'argent à dépenser comme on voulait. Lors d'un arrêt à Ashwell, j'avais acheté un livre et un aimant. Nan avait dit qu'elle avait perdu le sien. Elle a pleuré, fait une scène. Par compassion, je lui ai donné le mien. Le lendemain, j'ai trouvé son portefeuille rempli avec la totalité de son argent. Ça avait toujours été comme ça. Juste à plus petite échelle. J'ai commencé à me rendre compte à quel point je m'étais excusé, justifié, défendu. Mais maintenant, je ressentais quelque chose de nouveau. De la résolution. Cette semaine-là, Maureen a envoyé un avis officiel à Nan via son cabinet. Elle l'informait que des preuves de mauvaise gestion financière liées à l'héritage avaient été découvertes et qu'une action en justice était envisagée. Une lettre formelle. Pas de menace. Pas d'émotion. Juste des faits. Nan n'a pas répondu. Mais je sais qu'elle a reçu. Car la semaine suivante, j'ai reçu un appel de son ex-mari. Pas Carlos, celui qui serait parti au Brésil, mais le deuxième, Martin. Il avait une voix hésitante, presque nerveuse. « Camille, je suis désolé de te contacter comme ça, dit-il. Je sais que ça va pas entre toi et Nan, mais je pensais que tu devais savoir. Elle m'a appelé. Il dit qu'elle affirmait que je voulais la ruiner, que je déterrais le passé pour lui voler sa vie. Ce sont ses mots. Je ne veux pas m'en mêler, ajouta-t-il. Mais elle a mentionné ton père, que tu avais un message vocal. Elle avait l'air effrayée, désespérée. Elle disait que tu l'avais manipulée pour la faire passer pour une criminelle. Puis il a dit. Mais honnêtement, je la connais assez pour savoir que si quelqu'un dit qu'elle a fait quelque chose de terrible, c'est probablement vrai. Je lui ai demandé pourquoi il me disait ça. Il a répondu. Parce que j'ai été à ta place. Et si quelqu'un m'avait averti à temps, j'aurais pu partir avant que tout ne s'effondre. Je l'ai remercié et raccroché. Je pensais que ça me donnerait un sentiment de justice. Mais non. Je me suis juste senti vide. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un message d'une cousine, Joëlle. On n'était pas très proches, mais on avait grandi ensemble. Elle reste en contact avec la famille. Elle m'écrivit. N'en raconte aux gens que tu la poursuis en justice parce qu'elle aurait révélé un secret sur ton passé. Elle dit que tu es instable mentalement. Je pensais que tu voudrais le savoir. Les mensonges circulaient vite. Mais ce qui était étrange, c'est que quelque chose avait changé en moi. Avant, j'aurais paniqué. Je me serais défendu, j'aurais couru éteindre chaque feu. Mais cette fois, j'étais calme. Laisse-la parler. Laisse-la se raconter l'histoire qui lui permet de dormir la nuit. Parce que moi, j'avais la vérité. Et j'avais enfin arrêté de lui louer un espace gratuit dans ma vie. J'ai laissé passer quelques semaines. Sans réagir à sa campagne de dénigrement. Elle publiait des citations sur Instagram du genre. Certaines sœurs sont des serpents déguisés. Ou la vérité n'a pas besoin de micro. Juste de temps. Je ne vais pas mentir, ça m'a blessé. Surtout quand des membres de la famille lointaine me contactaient, tendus, comme s'ils avaient entendu une version biaisée de l'histoire. Mais je n'ai pas mordu. Je n'ai pas appelé, pas envoyé de message. Je n'ai même pas corrigé sa version. J'avais mieux que ça, un plan. Avec Maureen, on a tout rassemblé. Les documents falsifiés, le message vocal, les retraits frauduleux, les copies du testament avec les signatures notariées qui ne correspondaient pas aux miennes. Maureen a préparé un rapport officiel. Elle l'a envoyé à la division de fraude patrimoniale du département de justice de Caroline du Nord. C'était notre première manœuvre. La deuxième était plus subtile. J'ai contacté le centre de soins où maman avait passé sa dernière année. Celui où la fausse signature de Nan avait autorisé un transfert de fonds. J'ai demandé à parler à leur responsable financier pour une éventuelle vérification des services et paiements. Ils ont été coopératifs. Et ce qu'ils ont trouvé valait de l'or. Un paiement anonyme de 2500 € en liquide avait été effectué juste après la mort de papa. Pas de trace d'origine. Ce n'était pas suspect en soi. Sauf qu'il avait été fait quelques jours avant que Nan arrive au centre avec un certificat médical demandant la sortie anticipée de maman pour amélioration de son état. Maman avait Alzheimer. Il n'y avait pas d'amélioration. C'était notre troisième levier. On n'a pas encore porté l'affaire au tribunal. Pas tout de suite. Maureen a proposé une alternative stratégique. Une médiation civile. Pas de procès, pas d'article de presse. Juste Nan, moi et un médiateur. Ça s'est passé dans un bureau discret à Durham. Nan avait l'air fatigué, usé. Même son style habituel était éteint. Pas de rouge à lèvres.
Elle portait un jean et un sweat à capuche. Comme si elle voulait disparaître dedans. Elle ne m'a pas salué. Elle n'a pas levé les yeux quand la médiatrice s'est présentée. Elle s'est juste assise, les bras croisés. Maureen a ouvert le dossier. Elle a exposé les documents, les retraits frauduleux, la transcription du message vocal, les papiers de sortie d'hospice. Le visage de Nan est devenu rouge, mais elle a tenté de minimiser. C'était autorisé. Camille m'avait donné son accord verbal. Maureen a alors glissé calmement un rapport d'expertise graphologique prouvant que ma signature avait été falsifiée sur 3 documents. Puis une déclaration de l'infirmière principale affirmant que je n'avais jamais demandé la sortie de maman. La médiatrice a hoché la tête. Elle a demandé à Nan si elle voulait répondre. C'est là qu'est apparue la fissure. Elle a soufflé bruyamment. Ses épaules se sont affaissées. D'accord, dit-elle. Que veux-tu? Et c'est là qu'est venue la vengeance. Parce que je ne voulais pas la détruire. Je ne voulais pas la voir en prison. Ce n'est pas comme ça que j'agis. Ce que je voulais, c'était qu'elle fasse face à des conséquences concrètes. Alors, j'ai expliqué. Elle rembourserait 1000 € au fonds d'héritage, pas à moi, mais à un fonds juridique destiné à créer une bourse au nom de notre mère. Elle signerait une déclaration officielle admettant l'usage illégal des fonds et la ferait certifier. Elle s'engagerait à ne plus jamais avoir de contact avec moi, toute communication passant désormais par Maureen. Et enfin, elle suivrait un cours de gestion financière destiné aux adultes ayant commis des fraudes, organisé par une association pour délinquants en col blanc. Au début, elle s'est moquée, a levé les yeux au ciel. Mais quand Maureen a dit que le non-respect entraînerait des poursuites pénales avec une longue liste de témoins prêts à témoigner, elle s'est tue. Et accepté. On a tout signé ce jour-là. Le mois suivant, Nan a effectué son premier paiement, sûrement emprunté ou quémandé à quelqu'un. Mais il a été encaissé. Les bourses ont été mises en place au nom de maman, à travers la fondation du collège communautaire où j'enseigne. Un legs silencieux, mais approprié. Et le meilleur dans tout ça? Le message est arrivé. Pas seulement un an. Les membres de la famille ont commencé à appeler, non pour me juger, mais pour s'excuser. Joël a envoyé des fleurs. Des oncles dont je n'avais plus de nouvelles m'ont appelé. On ne savait pas ce que tu traversais. Et Martin, le deuxième ex-mari, m'a envoyé un mail. Tu as fait quelque chose que peu de gens font. Tu l'as rendu responsable. J'espère que tu sais à quel point c'est rare. Mais est-ce vraiment la fin? J'ai reçu une lettre manuscrite. Écriture tremblante. Pas d'adresse d'expéditeur. Mais je savais d'où elle venait. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Tu as bien fait de me couper. Je suis désolé. Je ne voulais juste pas me sentir comme un échec. Mais je le suis. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. J'espère que la bourse aidera quelqu'un. Pas de signature. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai rangé dans un tiroir, à côté de la copie du message de papa. Pas pour me souvenir de ce qu'elle a fait. Mais parce qu'il marque un tournant. Un chapitre refermé. Parfois, la vengeance n'est pas bruyante. Parfois, c'est du papier, des limites, et regarder quelqu'un assumer enfin les conséquences, sans que tu sois celle qui ramasse les morceaux. J'enseigne toujours. Je promène encore fin chaque soir. Je passe devant l'ancienne chapelle du campus, là où mes parents ont renouvelé leurs vœux. La vie est plus calme maintenant. Meilleure. Et pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de la vivre selon MES termes. Pas en nettoyant les dégâts de quelqu'un d'autre. Non. Elle n'est plus qu'une histoire que je raconte, maintenant.